Aujourd'hui, une information absolument capitale vient de sortir du camp de Téhéran. Et croyez-moi, elle change complètement la donne dans cette crise nucléaire. Les Iraniens ont découvert une bombe anti-bunker américaine non explosée dans leurs installations nucléaires souterraines. Oui, vous avez bien entendu. Une GBU-57, la bombe la plus puissante de l'arsenal conventionnel américain, 13 tonnes et demie d'acier et d'explosifs, conçue spécifiquement pour détruire les sites les plus fortifiés au monde. Et maintenant, cette merveille technologique est entre les mains des ingénieurs iraniens, qui l'étudient méthodiquement pour en extraire tous les secrets. Voilà peut-être la véritable raison pour laquelle Trump pousse si agressivement vers une guerre incroyablement coûteuse et risquée contre l'Iran. Mais reprenons tout depuis le début et analysons cette situation explosive pièce par pièce. Le golfe Persique est devenu une poudrière. En ce moment même, pendant que je vous parle, le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln se trouve déployé dans les eaux du Golfe, accompagné de destroyers lance-missiles équipés de systèmes Aegis, de croiseurs, de sous-marins d'attaque nucléaire et d'une puissance de feu capable de raser n'importe quel pays de taille moyenne en quelques heures. Ce n'est pas une exagération. Nous parlons de dizaines d'avions de combat F-35 et FA-18 Super Hornet embarqués sur le porte-avions, de missiles de croisière Tomahawk programmés et ciblés, de systèmes de défense antimissiles scrutant le ciel 24 heures sur 24. Washington a placé le doigt sur la gâchette et la tension est à son paroxysme. Mais revenons à cette bombe non explosée, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. En juin 2025, lors de cette guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, les États-Unis sont intervenus directement dans les dernières phases du conflit. L'opération s'appelait Midnight Hammer, marteau de minuit. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit, les avions les plus sophistiqués de l'arsenal américain, ont décollé probablement depuis des bases au Missouri, ont traversé la moitié de la planète et ont largué 14 bombes GBU-57 sur les installations nucléaires iraniennes de Fordo, Natanz et Isfahan. En parallèle, plus de 30 missiles de croisière Tomahawk ont été lancés depuis des sous-marins nucléaires d'attaque. L'objectif était clair, détruire définitivement le programme nucléaire iranien, anéantir les centrifugeuses enfouies sous des dizaines de mètres de roches et de béton armé. Trump a déclaré publiquement que les installations avaient été complètement détruites. Netanyahou a confirmé. Les médias occidentaux ont célébré cette frappe chirurgicale comme un coup fatal porté aux ambitions nucléaires de Téhéran. Sauf que voilà, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, a révélé il y a quelques jours une information qui a fait l'effet d'une bombe diplomatique, sans mauvais jeu de mots. Plusieurs bombes GBU-57 n'ont pas explosé. Elles sont restées intactes, enfouies profondément dans les installations souterraines iraniennes. Et maintenant, les ingénieurs iraniens les ont récupérées et les étudient minutieusement. Comprenez bien ce que cela signifie. La GBU-57 Massive Ordnance Penetrator est l'arme conventionnelle la plus avancée au monde dans sa catégorie. Elle a été développée spécifiquement pour détruire des cibles comme les bunkers nucléaires iraniens ou nord-coréens. Sa conception implique des technologies de pointe, un blindage en acier spécial capable de pénétrer 60 mètres dans le sol avant de détonner, des systèmes de guidage GPS ultra précis, des capteurs de profondeur qui déclenchent l'explosion au moment optimal, une fusée d'armement sophistiquée qui assure que la bombe ne détonne que lorsqu'elle a atteint sa cible souterraine. Toute cette technologie, développée au prix de milliards de dollars par les États-Unis, est maintenant sur une table de laboratoire quelque part à Téhéran. Les métallurgistes iraniens analysent la composition exacte de l'alliage d'acier qui permet à la bombe de traverser le béton armé sans se désintégrer. Les ingénieurs en électronique démontent les systèmes de guidage pour comprendre comment ils fonctionnent. Les spécialistes des explosifs étudient la fusée pour reproduire le mécanisme de détonation à retardement. C'est ce qu'on appelle en jargon militaire la rétro-ingénierie. Et l'Iran a déjà prouvé qu'il excellait dans cet exercice. En 2011, souvenez-vous, un drone furtif américain RQ-170 Sentinel s'est écrasé en territoire iranien. Les Iraniens l'ont récupéré intact, l'ont étudié pendant des mois et quelques années plus tard, ils présentaient leur propre version du drone. Pas une copie parfaite, certes, mais suffisamment proche pour démontrer qu'ils avaient compris les principes de conception. Maintenant, imaginez ce qu'ils peuvent faire avec une bombe anti-bunker. Bien sûr, l'Iran ne pourra probablement pas reproduire exactement la GBU-57. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque le vecteur, c'est-à-dire le bombardier B-2 capable de la larguer.
Seuls les États-Unis possèdent ces avions furtifs géants et chacun coûte plus de 2 milliards de dollars. Mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'Iran peut désormais améliorer considérablement ses propres armes anti-bunker. Téhéran développe depuis des années ses propres missiles et bombes conçus pour détruire des installations souterraines, notamment celles d'Israël qui stockent une bonne partie de son infrastructure militaire stratégique dans des bunkers profonds. En étudiant la GBU-57, les ingénieurs iraniens peuvent comprendre comment optimiser la pénétration dans le sol, comment renforcer le blindage pour éviter la désintégration à l'impact, comment programmer une détonation retardée plus efficace. Et puis, il y a les missiles Tomahawk. Arachi a également mentionné que des missiles de croisière américains non explosés avaient été récupérés. Le Tomahawk, mes amis, c'est une autre merveille technologique. Un missile qui vole à basse altitude en suivant le relief du terrain pour éviter les radars, avec une portée de 1600 km, une précision au mètre près grâce au guidage GPS et aux cartes numériques du terrain, et la capacité de frapper des cibles avec une précision chirurgicale. L'Iran possède déjà ses propres missiles de croisière, mais ils sont loin d'égaler les performances du Tomahawk. En démontant ces missiles américains, Téhéran peut améliorer ses systèmes de navigation, rendre ses missiles plus furtifs face aux radars, augmenter leur résistance au brouillage électronique. C'est un bond technologique gratuit offert par Washington. Et voici le cauchemar absolu pour les États-Unis et Israël. L'Iran pourrait partager ses informations avec la Chine et la Russie. Pékin et Moscou possèdent déjà des capacités industrielles et scientifiques suffisantes pour reproduire ou améliorer ces technologies. Imaginez que la Chine, qui développe activement son propre arsenal de missiles de croisière, obtienne les plans détaillés du Tomahawk. Imaginez que la Russie, qui fabrique déjà d'excellentes bombes anti-bunker, puisse les perfectionner grâce au secret de la GBU-57. C'est précisément pour cette raison que le Pentagone est en panique totale. Les sources de renseignement américaines confirment que l'Iran a effectivement récupéré ses munitions non explosées. Le ministère de la Défense a même contacté le Liban après la guerre de 2024 pour récupérer des munitions américaines non explosées là-bas, craignant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Si Washington s'inquiète pour quelques obus au Liban, imaginez leur niveau d'angoisse concernant les bombes les plus sophistiquées de leur arsenal maintenant entre les mains iraniennes. Maintenant, revenons aux négociations actuelles, parce que tout cela donne un éclairage complètement différent à la crise en cours. Les discussions entre Washington et Téhéran se déroulent à Mascate, capitale d'Oman, sous médiation omanaise. L'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, rencontre indirectement le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ils ne se parlent même pas directement. Les messages passent par les médiateurs omanais. C'est dire le niveau de méfiance. Washington exige que l'Iran arrête complètement l'enrichissement d'uranium. Trump veut une interdiction totale, zéro enrichissement. Le problème, c'est que l'Iran refuse catégoriquement. Araghchi a déclaré publiquement, et je cite, « L'Iran ne renoncera jamais à l'enrichissement d'uranium, même si on nous impose une guerre. Vous avez bien entendu, même en cas de guerre. » C'est une ligne rouge absolue pour Téhéran. Pourquoi cette intransigeance ? Parce que le programme nucléaire est devenu un symbole de fierté nationale iranienne, une démonstration que la République islamique ne se laissera pas dicter sa conduite par l'Occident. Abandonner l'enrichissement serait perçu comme une capitulation humiliante devant Washington, et aucun dirigeant iranien ne peut se permettre cela politiquement. Mais voici l'élément intéressant. Mohammad Eslami, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a fait une déclaration plus nuancée. Il a dit que l'Iran serait prêt à réduire le niveau d'enrichissement de son uranium, actuellement à 60%, si les États-Unis levaient toutes les sanctions économiques. Notez bien, réduire le niveau, pas arrêter complètement l'enrichissement. C'est une différence cruciale. L'Iran dit essentiellement « Nous ne renoncerons jamais au principe d'enrichir de l'uranium, c'est notre droit selon le traité de non-prolifération nucléaire. Mais nous pouvons négocier sur le niveau d'enrichissement. 60%, c'est effectivement dangereux, car c'est déjà très proche du niveau militaire qui est à 90%. Mais si l'Iran acceptait de redescendre à 20%, voire à 3,67% comme dans l'accord de 2015, ce serait un compromis acceptable. Sauf que Trump ne veut pas de compromis, il veut une victoire totale. Et c'est là que les bombes non explosées entrent dans l'équation de manière fascinante. Réfléchissez un instant, Trump a bombardé l'Iran en juin dernier avec les armes les plus puissantes de son arsenal.
Il a proclamé la victoire totale. Il a dit que le programme nucléaire iranien était détruit. Et maintenant, non seulement l'Iran reconstruit ses installations, non seulement il continue d'enrichir de l'uranium, mais en plus, il possède des échantillons intacts des bombes américaines pour améliorer ses propres capacités militaires. C'est un fiasco stratégique monumental. Et Trump le sait. Voilà pourquoi il déploie le groupe aéronaval Abraham Lincoln dans le Golfe. Voilà pourquoi il menace d'une nouvelle frappe militaire. Voilà pourquoi il pousse si agressivement pour que l'Iran accepte ces conditions. Parce qu'il doit empêcher Téhéran d'exploiter pleinement ces technologies américaines. Parce que chaque jour qui passe permet aux ingénieurs iraniens de comprendre un peu plus le fonctionnement de ces armes sophistiquées. Mais frapper l'Iran à nouveau serait incroyablement risqué. La première frappe de juin était une surprise totale. Israël avait détruit une grande partie des défenses antiaériennes iraniennes lors des premiers jours de la guerre. Les bombardiers B-2 ont pu opérer avec une relative impunité. Mais aujourd'hui, l'Iran est en alerte maximale. Ses défenses ont été renforcées, ses missiles sont prêts. Et surtout, Téhéran a prévenu clairement qu'une nouvelle attaque américaine déclencherait des représailles massives contre toutes les bases américaines dans la région. Et il faut comprendre que l'Iran possède une capacité de nuisance asymétrique redoutable. Téhéran ne peut pas affronter les États-Unis dans une guerre conventionnelle, c'est évident. Mais il peut rendre le coup d'une telle guerre absolument prohibitif. L'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz avec des mines marines et des missiles antinavires, coupant ainsi 20% de l'approvisionnement pétrolier mondial. Il peut activer ses milices alliées en Irak, au Liban, au Yémen, en Syrie. Il peut lancer des vagues de missiles balistiques contre les bases américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Les alliés arabes du Golfe ont d'ailleurs fait pression sur Trump pour qu'il n'attaque pas l'Iran, précisément parce qu'ils savent qu'ils seraient les premières victimes des représailles iraniennes. Leurs installations pétrolières, leurs infrastructures vitales, leurs centres économiques sont tous à portée des missiles iraniens. Une guerre régionale détruirait leurs économies et déstabiliserait leur régime. Donc Trump se trouve dans une situation impossible. S'il n'agit pas, l'Iran continue de développer son programme nucléaire et d'exploiter les technologies américaines capturées. Mais s'il frappe, il risque de déclencher une guerre régionale aux conséquences catastrophiques, avec des prix du pétrole qui explosent, l'économie mondiale qui plonge en récession et des milliers de soldats américains potentiellement tués. Les négociations à Mascate reflètent cette impasse. Les deux parties discutent, mais sans réelle volonté de compromis. Les États-Unis veulent l'arrêt total de l'enrichissement et le transfert des stocks d'uranium iranien vers un pays tiers. L'Iran refuse et insiste sur son droit à enrichir. Washington veut aussi que Téhéran limite ses missiles balistiques et cesse de soutenir ses alliés régionaux comme le Hezbollah et les Houthis. L'Iran dit que ces sujets ne sont pas négociables, que les discussions doivent se concentrer uniquement sur le nucléaire et la levée des sanctions. Abbas Araghchi a même averti les pays européens de ne pas déclencher le mécanisme de snapback qui réimposerait automatiquement toutes les sanctions onusiennes contre l'Iran. Il a dit que cela tuerait définitivement toute possibilité d'accord. Et il a raison. Si l'Europe active ce mécanisme, l'Iran n'aura plus aucune raison de négocier. Téhéran sortira probablement du traité de non-prolifération nucléaire et se lancera ouvertement dans la fabrication d'une bombe. C'est là le véritable danger. Actuellement, l'Iran est ce qu'on appelle un État à seuil nucléaire. Il possède toutes les capacités techniques pour fabriquer une arme nucléaire en quelques semaines ou quelques mois s'il prend la décision politique de le faire. Avec 440 kg d'uranium enrichi à 60%, l'Iran dispose de suffisamment de matières premières. Il maîtrise la technologie des centrifugeuses. Il a probablement déjà travaillé sur la conception d'une ogive, même s'il le nie publiquement. La seule chose qui retient l'Iran, c'est la décision politique de franchir cette ligne rouge. Le guide suprême, Ali Khamenei, a émis une fatwa religieuse, déclarant que les armes nucléaires sont contraires à l'islam. Mais une fatwa peut être révoquée ou réinterprétée si les circonstances changent. Si Khamenei décide que la survie du régime exige la possession de l'arme nucléaire, cette fatwa disparaîtra. Et voilà pourquoi les prochaines semaines sont absolument cruciales. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a visité l'Iran récemment et a dit que nous sommes à un stade très critique des négociations. Il a raison. Soit les parties trouvent un compromis rapidement, soit nous glissons vers une confrontation militaire qui pourrait embraser toute la région. Araghchi a également soulevé un point technique fascinant concernant ces bombes non explosées.
Il a dit à Grossi qu'aucune règle internationale n'existe pour régir les inspections de sites nucléaires qui contiennent des munitions non explosées. C'est vrai, l'AIEA n'a jamais eu à gérer une situation où des installations nucléaires ont été bombardées et contiennent encore des explosifs américains de plusieurs tonnes qui pourraient détonner à tout moment. L'Iran utilise habilement cette situation pour bloquer les inspections. Téhéran dit qu'il ne peut pas autoriser les inspecteurs internationaux à entrer dans les sites tant que des protocoles de sécurité ne sont pas établis. C'est une tactique intelligente. Cela permet à l'Iran de gagner du temps pour reconstruire ses installations et continuer ses activités nucléaires sans supervision internationale, tout en ayant une excuse légitime pour refuser les inspections. Mais cela permet aussi à l'Iran de continuer à étudier ces bombes américaines sans que personne ne puisse voir ce qu'ils en font. Les ingénieurs iraniens travaillent probablement 24 heures sur 24 pour extraire tous les secrets de ces armes avant qu'elles ne doivent éventuellement être neutralisées ou retirées. Et c'est là que nous revenons à la question fondamentale. Est-ce que cette situation avec les bombes non explosées est vraiment la raison principale de l'agressivité renouvelée de Trump envers l'Iran? C'est possible. Pensez-y logiquement. Une guerre contre l'Iran serait catastrophique pour les États-Unis. Elle coûterait des milliards de dollars, tuerait potentiellement des milliers de soldats américains, déstabiliserait toute la région, ferait exploser les prix du pétrole et n'aurait aucune garantie de succès. Même si les États-Unis détruisaient toutes les installations nucléaires iraniennes visibles, Téhéran pourrait avoir des sites secrets non déclarés. Et l'Iran pourrait reconstruire son programme en quelques années. Donc rationnellement, une guerre n'a aucun sens. Mais si Trump sait que chaque jour qui passe permet à l'Iran de percer les secrets de ses armes les plus sophistiquées et potentiellement de les partager avec la Chine et la Russie, alors soudain la calcul change. Empêcher cette fuite technologique pourrait justifier les risques d'une intervention militaire. Imaginez le cauchemar du Pentagone. Dans 5 ans, la Chine déploie des missiles de croisière perfectionnés basés sur la technologie Tomahawk volée à l'Iran. Où la Russie développe des bombes anti-bunker encore plus puissantes que la GBU-57 en utilisant les plans qu'ils ont obtenus de Téhéran. Cela affaiblirait considérablement l'avantage technologique militaire américain. Mais frapper l'Iran maintenant pour empêcher cela serait un pari énorme. Parce que même si les États-Unis détruisent les laboratoires où ces armes sont étudiées, qui dit que l'Iran n'a pas déjà copié toutes les données et les a transférées ailleurs ? Qui dit que les ingénieurs iraniens n'ont pas déjà partagé certaines informations avec leurs homologues chinois ou russes? C'est le dilemme classique d'une frappe préventive. Vous agissez pour empêcher quelque chose de pire, mais votre action elle-même peut déclencher exactement ce que vous vouliez éviter. Si Trump bombarde l'Iran à nouveau, Téhéran n'aura plus aucune raison de retenue. Le régime pourrait décider de se lancer ouvertement dans la fabrication d'une arme nucléaire, considérant que de toute façon, les États-Unis vont l'attaquer. Et là, nous serions dans une course contre la montre absolue, où l'Iran essaierait de fabriquer une bombe avant que les États-Unis ne puissent frapper à nouveau. La situation est donc incroyablement précaire. D'un côté, vous avez un groupe aéronaval américain dans le Golfe, prêt à frapper. De l'autre, vous avez l'Iran, qui continue d'enrichir de l'uranium, qui étudie des armes américaines capturées et qui refuse catégoriquement d'abandonner son programme nucléaire. Et entre les deux, des négociations qui tournent en rond sans progrès substantiel. Le calendrier ajoute une pression supplémentaire. Trump avait initialement donné un ultimatum de 60 jours pour qu'un accord soit trouvé. Ce délai est dépassé depuis longtemps. Mais Trump ne peut pas maintenir indéfiniment un groupe aéronaval dans le Golfe. Ces déploiements coûtent des fortunes et épuisent les ressources navales américaines qui sont déjà surchargées avec les tensions en mer de Chine et ailleurs. À un moment donné, Trump devra soit retirer le groupe aéronaval, ce qui serait perçu comme un recul humiliant, soit l'utiliser, ce qui déclencherait la guerre. Il n'y a pas vraiment de troisième option. Garder les navires là indéfiniment sans rien faire minerait la crédibilité des menaces américaines. Et c'est exactement ce que l'Iran comprend. Téhéran joue la montre. Chaque jour qui passe affaiblit la position américaine. Les coûts du déploiement s'accumulent, la patience des alliés s'érode. L'opinion publique américaine commence à se demander pourquoi ils se préparent à une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et pendant ce temps, les ingénieurs iraniens continuent d'étudier ces bombes américaines. La stratégie iranienne est brillante dans sa simplicité. Refuser toute capitulation sur les principes, proposer des compromis techniques limités, gagner du temps, exploiter les faiblesses de la position américaine. Et cela fonctionne. Les négociations traînent, les tensions restent élevées,
mais aucune partie ne franchit le point de non-retour vers la guerre totale. Mais cette situation ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, quelque chose va craquer. Soit Trump perd patience et ordonne des frappes, soit l'Iran fait une erreur de calcul qui déclenche une escalade accidentelle, soit un incident imprévu met le feu aux poudres. Avec autant de forces militaires concentrées dans un espace restreint, les probabilités d'un accident ou d'un malentendu sont élevées. Imaginez un scénario plausible. Un drone iranien s'approche trop près du groupe aéronaval américain. Les systèmes de défense automatique l'abattent. L'Iran proteste et envoie des vedettes rapides pour intimider les navires américains. Une altercation se produit, des coups de feu sont échangés, un marin est tué. Et soudain, nous sommes en guerre sans que personne ne l'ait vraiment voulu. C'est ainsi que les guerres commencent souvent, pas par des décisions calculées, mais par des escalades accidentelles qui deviennent incontrôlables. Et avec les tensions actuelles, nous sommes dangereusement proches de ce seuil. Alors que va-t-il se passer? Honnêtement, personne ne le sait avec certitude, mais voici les scénarios les plus probables. Scénario 1. Un accord de compromis de dernière minute. Les États-Unis acceptent que l'Iran conserve un enrichissement limité à 20% avec des inspections renforcées en échange d'une levée progressive des sanctions. Ce n'est satisfaisant pour personne, mais c'est mieux que la guerre. Scénario 2. Continuation du statu quo tendu. Les négociations traînent pendant des mois sans résultat concret, la pression militaire reste en place, l'Iran continue d'enrichir prudemment et nous vivons dans cette tension permanente qui pourrait exploser à tout moment. Scénario 3. Frappe américaine limitée. Trump ordonne des attaques ciblées contre quelques installations spécifiques, peut-être les laboratoires où les bombes américaines sont étudiées. Pas une guerre totale, mais assez pour envoyer un message. L'Iran riposterait probablement de manière mesurée contre des cibles secondaires pour sauver la face. Scénario 4. La guerre totale. Une escalade incontrôlée mène à un conflit régional majeur avec toutes les conséquences catastrophiques que cela implique. Le scénario le plus probable reste le numéro 2, la continuation de cette situation tendue sans résolution. Ni les États-Unis ni l'Iran n'ont vraiment intérêt à une guerre totale, mais aucun ne veut non plus céder sur ses positions de principe. Donc, nous sommes probablement condamnés à vivre avec cette crise pendant encore longtemps. Ce qui est certain, c'est que cette histoire des bombes non explosées a fondamentalement changé la dynamique de la crise. Elle a donné à l'Iran un levier inattendu et a créé une urgence nouvelle du côté américain. Trump ne peut pas simplement ignorer le fait que ses armes les plus sophistiquées sont maintenant étudiées par ses adversaires. Voilà pourquoi nous assistons à cette pression militaire renouvelée. Voilà pourquoi les négociations sont si tendues. Et voilà pourquoi les prochaines semaines seront absolument cruciales pour déterminer si nous glissons vers la guerre ou si nous trouvons un compromis bancal qui permet d'éviter le pire. Une chose est sûre, le golfe Persique est devenu le point le plus dangereux de la planète en ce moment. Et nous devons tous espérer que les têtes froides l'emporteront sur la rhétorique belliqueuse et que la catastrophe d'une guerre régionale pourra être évitée. Mais avec Trump d'un côté et les durs du régime iranien de l'autre, rien n'est garanti. Restez vigilants, mes amis. L'histoire s'écrit sous nos yeux et elle pourrait basculer dans n'importe quelle direction à tout moment.